Elle a dit à ma mère, je pense qu'elle devrait s'orienter vers un CAP esthétique parce que quand elle vient à l'école, elle est toujours bien apprêtée, elle aime bien se coiffer, elle aime des trucs. Je pense qu'elle serait plus à l'aise sur des trucs comme ça, mais la générale, ça va être difficile pour elle. En fait, c'est physique. En fait, moi, depuis la primaire, il y a des profs qui peuvent pas me blairer. En gros, t'es l'aîné, censé montrer l'exemple. T'as ton bac, ok, c'est bien. T'as ton brevet, ok, c'est bien. C'est la norme. Et la vie, elle appartient aux gens qui sont culottés. Faut jamais se laisser éteindre nos rêves et comment on visualise les choses. Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Vision. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Océane, qui va nous parler de son parcours, qui aujourd'hui travaille à la FIFA. Elle va nous parler de comment elle en est arrivée là, par quoi elle est passée et tout ce qu'elle a pu créer. Hello à tous. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ok, donc il faut savoir déjà que c'est ma première invitée. Quand j'ai eu l'idée de faire ce concept-là, j'ai directement pensé à elle parce que j'ai pu parler avec elle en interne de tout ce qu'elle a pu créer jusqu'à aujourd'hui et j'étais vraiment très admirative. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien déjà que ça soit une femme, une aînée, qui puisse nous parler de son expérience et comment est-ce qu'elle en est arrivée là et les conseils qu'elle pourrait nous donner. Du coup, je te laisse faire une rapide présentation avant de commencer à nous parler de toi directement. Ok. Bon, déjà, je vais te dire merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que quand tu as lancé ton projet, avant même que tu fasses tes vidéos, tu m'avais parlé de ton projet, de ton podcast, ta vision, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Donc, vraiment, je t'encourage dans ce que tu fais. Je pense qu'on a besoin de jeunes filles comme ça, qui nous ressemblent, qui représentent tant d'autres filles en fait, qui se sentent pas forcément représentées dans cet axe-là, tu vois, plus professionnel, développement perso aussi. Donc, je trouve ça super important. Et pour me présenter, donc je m'appelle Océane, j'ai 25 ans, je viens de finir mon master en sport business management. On dit félicitations déjà. Un bac plus 5, c'est pas rien. Et du coup, en parallèle, c'est ma deuxième année à la FIFA. Donc, je travaille là-bas depuis fin 2024. Ok, du coup, je te laisse te présenter, détails pour nous dire exactement où est-ce que tu habites, comment est-ce que tu as grandi, tout ça dans cet environnement-là. Ok, voilà. Alors, moi, c'est pas très compliqué. J'ai un père ivoirien, une mère centrafricaine. Donc voilà, j'ai été élevée par mes deux parents, foyer familial classique. Excuse-moi, j'ai oublié de poser une question, si c'est touchy ou pas. Je voulais savoir, tes parents, ils sont nés ici ou ils sont nés en Afrique ? Mes deux parents sont nés dans leur pays respectifs. Ma mère, elle est arrivée très jeune ici, du fait de la profession de mon grand-père, qui était, en fait, si tu veux, c'est un diplomate. Il était il fait partie de la garde républicaine de mon pays, du pays de ma mère, du coup, mes pays d'origine. Et du coup, il est venu en France après parce qu'il travaillait à l'ambassade, quelque chose comme ça. Donc ma mère, en fait, elle est née là-bas, mais elle a grandi ici. Ma mère, c'est une meuf du 19. Ok. Genre, elle a grandi ici. Donc ouais, et mon père, il est venu plus tard, mais genre dans la vingtaine, quoi. Ok. Mais donc voilà. Et je suis née donc, à Paris Nord, dans le 19e. Née, grandi, j'ai tout fait là-bas. Et du coup, pour nous parler de l'endroit où tu habitais, comment est-ce que ça... Enfin, si c'est pas dérangeant, si tu habitais dans un quartier, plutôt dans une zone pavillonnaire, et comment ça se passait au niveau de l'éducation aussi, c'est-à-dire vraiment de... Quand tu étais petite, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à les études supérieures. Alors, le quartier où j'ai grandi, en fait, je pense que il s'est un peu embourgeoisé avec le temps. Okay. Au début, c'était genre, si tu veux, un quartier. Genre, il y a une cité et tout, voilà. Mais il y a eu une sorte de... gentrification du quartier, on va dire, voilà. Moi, j'ai grandi en dehors de la cité. Il y a une cité dans le quartier, mais je suis pas du tout de la cité. Et à côté, en fait, t'as une zone pavillonnaire. Enfin, bref, c'est vraiment... c'est entre les deux, on va dire. C'est entre les deux, tu vois. Ouais, il y a de tout. T'as de l'autre côté la cité, de l'autre côté, t'as des villas. Bref, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que justement, quand les gens, ils entendent 19e, en général, ils pensent tout de suite que limite t'as grandi dans la colline du crack. Alors que archi pas. Stalingrad fait une mauvaise donc en fait, c'est ça. Alors que pas forcément. En vrai, le 19e, je pense que, comme t'as dit, il y a grave un phénomène de gentrification dans cet arrondissement-là. Et de manière générale, je pense que ça concerne tout Paris. Tu vois, en fait, tous les quartiers, on va dire un peu chaud, 18e. En fait, 18e, c'est tout, aussi bien Barbès que Montmartre, que Pigalle. Enfin bref, je pense que en tant que parisienne, genre Paris Nord, on a ce truc-là on connaît bien, si tu veux, Vous grandissez avec tout, en fait. Ouais, avec vous n'êtes pas dans une seule case. Ouais, t'as des quartiers qui craignent un peu, mais t'as aussi de l'autre côté des quartiers graves, bobos et tout. Donc voilà. Après, si je parle de mon parcours scolaire, j'ai fait ma maternelle
Classique. Je suis pas partie à l'école de laquelle je dépendais de base, à la maternelle. Parce que moi, en fait, mes parents, moi je suis l'aînée. Genre si on rentre dans le schéma familial et tout, moi je suis l'aînée. Et mes parents, ils ont toujours mis, si tu veux, un point d'honneur sur l'éducation, que je fréquente des bonnes écoles, etc. Et c'est vrai que la maternelle de laquelle moi je dépendais, mes parents, ils ont estimé que c'était pas assez bien. C'était pas assez bien, que voilà, ma mère, elle a eu des rendez-vous avec la directrice de la maternelle et tout. Elle a vu que c'était voilà. Donc moi, dès la maternelle, j'ai eu des dérogations. Donc je suis partie dans une autre maternelle. Donc voilà, j'ai fait mon école, schéma classique. Ensuite primaire. Donc j'arrive en CP, j'ai su lire en CP. Donc sur ça, j'étais plus ou moins avancée. Je sais que en CP, on avait proposé à ma mère que je saute une classe. Elle avait refusé. En soi, je pense qu'elle avait ses raisons et je pense que c'est pas plus mal que ça, en vrai. Voilà. Des fois, les mamans aussi, elles ont peur. Hein. Ouais, c'est vrai que tu grandis trop vite, c'est ça, etc. et que tu sois mêlée avec des gens qui sont trop grands comparés à ton âge et tout. Ouais. Donc, CP, je savais lire déjà en CP. Donc, sur ça, c'était bien. Après, CE1, pareil, j'étais toujours bien à l'école, bien avancée et tout. Mais rapidement, il y a eu des... moi, j'étais grave bavarde. Bavardage et les darons africains. Bavardage. On dirait que t'as tué quelqu'un. En fait, bavardage, c'est comme si t'avais tué quelqu'un. C'était trop. Ça veut dire que, bavardage, ça a été l'élément pour lequel, si tu veux, on convoquait tout le temps ma mère. Dans les bulletins, c'était toujours bavardage. En gros, bonne élève. Mais en cours, elle est distraite, elle bavarde beaucoup. T'avais trop de choses à dire, finalement. Ouais, j'avais trop... je parlais de fou. Genre, depuis petite, ça m'a suivie. Après, la primaire classique, tu vois. Après, 6e, pareil, dérogation encore. Ils t'ont envoyé loin de l'endroit. Non, c'était toujours dans le 19, mais je suis pas partie dans le collège. Celui de secteur. Ouais, je suis pas partie dans mon collège de secteur parce que, encore une fois, ma mère, elle estimait que... il fallait... que j'aille dans un meilleur collège. Donc, au collège, pareil, encore une dérogation, je vais dans un autre collège. Pareil, genre toujours bonne élève et tout. Mais rapidement, on s'aperçoit, si tu veux, que moi, j'ai pas du tout un profil scientifique. Les maths, c'est très difficile. Je suis pas quelqu'un des chiffres, ça m'intéresse pas. Et même au-delà du fait que ça m'intéresse pas, je suis pas bonne du tout en maths. Donc c'est compliqué. Mais je reste une bonne élève. Genre, j'ai des bonnes notes. T'as juste des lacunes dans certaines matières. Voilà, j'ai des lacunes dans les matières scientifiques. À part en SVT encore, ça allait encore bien jusque-là. Mais c'est vrai que les maths, pas du tout en fait. Donc voilà, je passe la 6e. Pareil, classique. Hein. Franchement, j'ai pas eu de difficultés ou de trucs particuliers au collège. Ça se passe très bien. Je pense après en 4e... il y avait un truc qui s'appelait les épreuves communes, je crois. Oui, c'est avant en 4e, au brevet. Ouais, de ouf. Donc je crois que c'est en 4e, on commence à mettre une prof particulière en maths. Un répétiteur, c'est le choix de tes parents ou Ouais, de mon père. Moi, les parents, désolé, les darons ivoiriens, ils aiment trop ça. Ils aiment trop les maths. Non mais, en fait, il faut que je vous dise, je suis ivoirienne aussi. Mon père, il est répétiteur. Alors, il m'a mis un répétiteur. Ouais. Moi, j'en ai une. Ouais. Qui fait ça? J'en ai une parce qu'en fait, il faut savoir que moi, comme je te dis, moi, j'ai un profil grave littéraire. Mon père, non, il est très bon aussi dans français, mais pour lui, t'es la première, du coup, fallait que non, mais au-delà de ça, lui, en fait, il est très bon en mathématiques. Donc, il comprend pas que moi, en fait, je suis son enfant et que je suis grave nulle en maths. Comment pour lui, genre, moi, je suis très intelligent en maths. Et ça, t'as des lacunes. Et moi, je comprends pas. Donc, pour lui, en fait, il n'arrivait pas à comprendre que, genre, je suis juste. Ça va pas, en fait. Il n'arrivait pas à comprendre que moi, j'étais juste pas bonne en maths. Donc, on m'a mis un répétiteur en 4e. Ça m'a fait un peu monter ma moyenne et tout en maths parce que vraiment, c'était chaud. Donc, les épreuves communes, elles passent et tout. Ça va sans grande difficulté. La 3e, sans grande difficulté. Bref, il y a toujours les mêmes histoires de bavardage et tout. Donc, les darons toujours en pétard, en fait. Mon père, surtout. En vrai, ma mère, sur ça, elle était plus... pas laxiste, mais elle en faisait moins une affaire d'état, si tu veux, que mon père. Lui, c'était vraiment... En gros, genre, je ramenais mon bulletin. J'avais chaud parce que je savais que il y avait bavardage dans mon bulletin, c'était truc, tu vois. Pourtant, tu sais qu'en soi, ton père, il veut pas que tu bavardes. Mais en fait, t'es un enfant, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu canalises pas. Bref. Et surtout, des fois, il y a des profs qui abusent. En vrai, pour moi, genre, je vois pas l'intérêt de signifier que l'enfant, il bavarde si, au final, il a des bons résultats et qu'il suit en cours. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Mais ouais, la troisième, ça se passe. Je passe mon brevet, j'ai mon brevet avec une mention, je sais plus laquelle, mais j'ai la mention. Et tu sais, dès la troisième, tu dois remplir les trucs pour le lycée. Pour le lycée, ouais. Tu dois remplir et tout. Moi, dès le collège, j'ai eu des bons profs et une bonne prof principale qui m'ont toujours encouragée. Tu sais, c'est pas, ils ont voulu t'orienter en professionnel, dès la troisième. Te mettre des bâtons dans les roues, ouais, de mettre objectif. Ouais, moi, j'ai eu une prof principale. C'était ma prof de français en plus. Elle m'a suivie parce que je l'avais depuis la 6e, je crois. Donc elle était toujours bienveillante avec moi et tout. Et donc quand on a dû constituer les vœux pour le lycée, moi, en fait, quand t'es petit, t'es bête. Toi, tu veux suivre tes copines et tout dans les lycées. Et surtout là où tu vas t'enjailler et tout. Alors de ouf. En fait, c'est même pas forcément l'histoire de là où je vais m'enjailler et tout, mais c'était plus. Je voulais être avec mes copines parce que en fait tu passes au lycée, c'est autre chose et tout. T'avais pas envie de te réadapter à une nouvelle classe et te refaire des amis, quoi. Exactement, me réadapter et être seule. Donc en fait, moi, toujours dans la même idée, moi, ma mère, enfin mes parents veulent que j'aille dans les meilleurs lycées de Paris, parce qu'en fait tu changes de secteur. En fait, sur Paris, si tu veux, les secteurs au lycée, c'est plus pareil. C'est au collège, c'est vraiment dans ton quartier, mais quand tu arrives au lycée, c'est divisé en districts. Donc t'as un district nord-est, mais c'est plus vaste, ça comprend peut-être une dizaine d'arrondissements, je sais pas, ou 5-6 arrondissements. C'est par district, t'as district nord-est, nord-ouest, sud, bref, c'est par district, donc c'est beaucoup plus large. Tu te retrouves dans un lycée qui est peut-être à 30 minutes de chez toi. Donc en fait, ça va te changer complètement de tes habitudes. Exactement, c'est pas ton lycée de ton arrondissement et tout. C'est pas forcément ça en tout cas, puisqu'il y a des lycées dans mon arrondissement, mais j'ai jamais fait. Donc dans cette idée de choisir le meilleur lycée, on établit la liste, sauf que à ce moment-là, un des meilleurs lycées, il est dans un autre arrondissement, il est loin et il y a surtout pas trop de représentation, si tu veux. Il y a pas beaucoup de noirs, il y a pas de diversité, bref, voilà. Et donc, ma mère fait la liste, parce que c'est mes parents qui font la liste. Et donc, ils mettent ce lycée-là en premier. En deuxième, je sais plus quel grand lycée ils mettent après. Et en 4-5, c'est là ils mettent les choix que moi je veux avec mes copines et tout. Et après, fin de l'année, on reçoit la réponse des vœux et tout. Et j'ai ma prof principale qui vient, qui me dit « Ah, Océane, trop bien, t'as été acceptée dans ce lycée-là et tout. C'est trop bien. » Et moi, j'étais dégoûtée. J'étais en mode purée, c'est pas ça. De ouf. J'étais en mode « Oh là là, je vais aller dans ce lycée-là. » Il y a pas de... genre, je sais pas, je crois qu'il y avait deux copines à moi qui étaient acceptées dans ce lycée-là. Je savais que dans ce lycée, il n'y allait pas avoir autant de gens qui me ressemblent. Tu vois, c'est totalement différent. Ouais, j'étais en mode, ah ouais, relou. En vrai, c'est bien pour les études et tout, mais... Quand t'es petit, tu penses pas à tout ça. Tu penses pas à tout ça. Toi, t'es en mode, tu penses seulement quand t'arrives en terminale. Tu veux être avec des gens qui te ressemblent. Moi, je voulais être avec des gens qui me ressemblent. Donc moi, j'étais en mode, chaud. Mes parents, j'arrive, ils sont trop contents. J'étais acceptée dans un très bon lycée et tout. J'étais grave content. Donc, je fais ma rentrée dans ce lycée-là, seconde générale. Ça se passe bien. Mais en fait, là, si tu veux, mes difficultés en maths, elles se creusent encore plus. Elles se sont accentuées par rapport au niveau de l'école. Par rapport au niveau de l'école et juste au fait que j'étais grave nulle en maths à la base. En fait, j'avais des Okay. Donc, ça s'est creusé ça s'est creusé encore plus. Et en seconde, tu sais, t'allais encore les rendez-vous parents-prof et tout. En seconde, il y a encore ça. Je me rappellerai toute ma vie. Il y a un réunion parents-prof et tout. Et c'est un étage et tes parents, ils rencontrent chacun de tes profs. Donc quand on passe avec les profs de français, littérature et tout, anglais, langue, que des bons retours et tout. Et arrive le moment où ma mère, elle rencontre ma professeure de maths. En fait, je savais que c'était gâté, mais pas à ce niveau-là. Ça veut dire qu'en fait, la dame, elle arrive, elle dit à ma mère, bon, Océane, c'est une fille et tout, elle est quand même pleine de volonté et tout, mais les maths... En mode, t'essayes, mais ça fonctionne pas. Les maths, c'est difficile et tout, et elle lui sort quoi? En fait, j'ai une sale rêve dans la tête. Les maths à la maison, c'est pas facile. Les maths à la maison, l'école à la maison, c'est difficile. L'école à la maison, c'est difficile. Et du coup, elle dit à ma mère... Parce qu'en fait, c'est aussi les profs, ils devaient, parce que c'est le dernier trimestre, et les profs, ils doivent donner leur avis sur le passage en première générale. Parce que c'est en seconde qu'on réoriente les gens, STMG ou en pro, etc. En fonction de si leur tronc commun en seconde, ils ont réussi ou pas. Et c'est bien passé ou pas, La dame, elle dit quoi?
Moi, franchement, de mon côté, il faut savoir qu'en première, ça commence à devenir plus difficile, l'école, il y a beaucoup de rédaction et tout. Et Océane, elle a grave des difficultés en mathématiques. Franchement, pour moi, la générale, ça va être difficile. Wow. Ça, c'est une chose. Déjà, tu dis, ouais, la générale, ça va être difficile. Et elle lui dit quoi? Océane, c'est une fille qui vient à l'école, elle est toujours bien apprêtée, elle est toujours bien coiffée, bien truc. Ah non. Je pense qu'elle devrait s'orienter vers un CAP esthétique. La folie de cette dame, Mais Madame Izquierdo, je l'ai jamais oublié en fait. Non mais elle, je vais jamais oublier. Ça drop direct. Elle, je vais jamais oublier. La meuf, elle a dit à ma mère, je pense que elle devrait s'orienter vers un CAP esthétique parce que quand elle vient à l'école, elle est toujours bien apprêtée, elle aime bien se coiffer, elle aime des trucs. Je pense qu'elle serait plus à l'aise sur des trucs comme ça, mais la générale, ça va être difficile pour elle. Elle s'était renseignée auprès de tes autres professeurs par rapport à tes autres résultats? Non, mais non, en fait, surtout que elle s'est juste basée sur ton physique et sur le fait que tu avais des sur ce que je dégageais, sur comment j'étais et tout. Elle a tellement fait un raccourci. Ouais, de ouf, raccourci. Elle s'est dit, ça y est, t'es jolie. Et il faut savoir que, en fait, le peu de noirs qu'il y avait dans la classe, c'était la même chose. On était 3 noirs. 3. 2 filles, un mec. Dingue. On était 3 noirs. Et il faut savoir que c'est la même chose. En gros, elle estimait que, par exemple, avec nous, elle le disait pas comme ça, en mode, ouais, c'est les noirs qui ont le plus de difficultés. Mais elle dit, oui, en gros, je vais pas évaluer l'évolution de chacun au même niveau. De la même manière. Il y en a peut-être qui vont passer d'un 9 à un 11 et ça va être fantastique. Alors qu'il y en a d'autres, je sais qu'ils vont passer de 15 à 17. Et pour moi, ça sera pas assez, ils doivent viser plus et tout. Tu vois, elle était grave en mode, vous, allez, les des trucs assez subtils. Ouais, mais on comprenait. les petits noirs, en fait, vous, on va être plus indulgent avec vous parce que vous avez plus de difficultés. Facile. Ouais, c'est pas facile, vous partez avec plus d'handicap à la base, tu vois. Et bah, elle, c'était grave ça. Et du coup, elle a dit à ma mère, ouais, cache. En gros, moi, je suis pas pour qu'elle aille en général. Pour moi, elle devrait s'orienter sur. Ah, pourquoi elle a dit ça aussi? Parce que moi, j'étais dans un délire j'ai un profil littéraire. Je voulais aller en L, mais d'un autre côté, tu sais, la L, c'est très connoté en mode, c'est un peu les gens qui bizarres. Sont des gens qui aiment bien fumer. Ouais, tu vois. No shade, hein, mais ouais, oui. c'était un peu bizarre d'être en L et tout. Et donc, moi, j'étais en mode, ok, bah, juste milieu ES. Et en ES, c'est vrai que t'as encore des maths. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a dit, bah, en vrai, moi, si elle veut aller en ES et tout, moi, je vais m'opposer. Elle a dit qu'elle était contre. Que elle, en gros, elle validerait pas la générale et que elle, en gros, pour elle, je dois c'était aller, un nom, elle était pas pour ouais, ça. je devais aller en pro et aller faire un CAP esthétique et basta, tu vois. Bref. Au lieu de chercher une autre filière dans les troncs. Bref, dans tous les cas, elle a échoué encore une fois parce que je suis grave restée en générale. J'ai grave fait un bac L. Voilà, je suis allée en L et ça m'allait très bien parce que quand tu passes en L, t'as plus de maths. T'as plus de maths et c'était la vie, c'était la liberté, hein. J'avais plus de maths. Donc, ma première, elle se passe bien parce que je suis plus dans mon élément. Parce que c'est vrai qu'en seconde, t'arrives, tes notes, elles chutent, hein. Ouais. Par rapport au collège, en vrai, mes notes, elles chutent. J'étais en mode, mais en fait, je suis nulle, je comprends pas. Ça t'a fait un choc de voir que tu passes de bonne élève à élève moyenne. Élève moyenne, de fou. J'étais en mode, ah ouais, c'est bizarre. Et au niveau de tes amitiés dans ton nouveau lycée, t'as réussi à te faire des amis. Comment ça s'est passé l'intégration? L'intégration, en fait, moi je suis une fille grave good vibe. Ok. En fait, moi je rigole avec, tout le monde. Je rigole avec tout le monde et tout. C'est vrai que en fait, instinctivement, tu veux être avec les gens qui te ressemblent. Oui, c'est instinctivement, les 2-3 noirs de la classe, c'est avec eux que tu vas les traîner plus facilement. Les gens qui sont dans le même délire que toi et tout. Mais au final, moi je rigole, comme je dis, je rigole avec tout le monde. Ça veut dire que j'avais pas de difficulté, si tu veux, à aller rigoler avec les gens. Il y a des gens avec qui ça passait pas, mais c'est normal en fait. Mais j'avais pas de difficulté à m'intégrer. J'étais pas en mode solo. Ah, t'arrêtais à une barrière à te dire qu'on n'est pas pareil, donc. Ouais, j'étais pas isolée, en mode pas d'amis et tout. Et c'était un grand lycée. C'est un super grand lycée. Ça veut dire qu'en fait, même les gens qui étaient de mon collège, on se voyait plus trop. Parce qu'on n'était plus dans les mêmes classes. Et puis chacun aussi a commencé à faire sa vie. Hein. Avec ses amis, avec leur classe et tout, bref. Donc en gros, après, j'ai sociabilisé avec les gens de ma classe, c'est pas de problème. En fait, moi, j'ai jamais eu de problème, si tu veux, peu importe où j'allais, d'intégration. J'ai toujours su m'intégrer où j'allais. Et je pense que justement, ça, c'est l'éducation dans le sens où j'ai grandi dans un quartier qui était populaire, mais où je pense que les enfants de quartier, si tu veux, on a grave cette habilité à switcher. Ouais. T'es dans ton quartier, tu vas avoir ton langage un peu wesh comme les darons et disent, là, un peu ton wesh, mais demain, si t'arrives dans un truc totalement différent où il faut soigner tes codes, tu vas savoir soigner tes codes. C'est sûr, t'as pas le choix.
Nous, on sait le faire. Là où, à l'inverse, peut-être que quelqu'un qui a grandi un peu dans les trucs, un peu... Sans énormément de diversité. Ouais, ils vont arriver chez nous, si tu veux, ils vont être perdus. Bah, ça va se voir aussi la différence. Ça va se voir. Rien qu'à la manière de parler. Exactement. Nous, on sait grave switcher nos codes. S'il faut te parler en wesh, on va parler en wesh. S'il faut demain élever ton niveau de langage, être super soutenu et tout, on va savoir le faire. Et au-delà même du langage, les codes, d'être avec des gens qui sont pas forcément comme toi, ouais. Bah, on va savoir le faire parce qu'on a grandi avec tout le monde. On a grandi avec des gens comme nous, on a grandi avec des... Et c'est pas pour rentrer dans les clichés, mais en gros, avec des Noirs, des Arabes, des Français, on a grandi avec tout le monde. Ça veut dire qu'on sait, on n'a pas peur de ce qui nous ressemble pas, parce qu'on a grandi aussi avec. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais eu de difficulté d'intégration, et encore moins au lycée. Et donc, ouais, la première, ça passe. Les épreuves anticipées, bac de français. Ah si, j'avais une prof de français... On va pas rentrer dans les détails, mais elle aussi, la folle du bus. Hein. Vraiment la très très folle du bus. Elle me supportait pas. En fait, ça, c'est un truc que depuis... C'était physique ? Ouais, en fait, c'est physique. En fait, moi, depuis la primaire, il y a des profs qui peuvent pas me blairer. Parce que je pense... T'es très bavarde, ça doit être beaucoup par rapport à ça. Il y a beaucoup de profs qui aiment pas les gens qui sont trop éveillés ou qui parlent beaucoup. Voilà. Moi, ça me faisait beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Il y a le fait que j'ai été super éveillée. Il y a le fait que je pense aussi depuis petite, moi j'ai du mal, et je pense que c'est ma personnalité, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Moi j'ai grave du mal avec l'autorité. Ok. J'ai des problèmes avec l'autorité. Ça veut dire que l'autorité, en tout cas quand elle devient malsaine, ça veut dire que des fois, en fait, moi si t'as pas raison, que ce soit un adulte ou pas, je le disais. Sauf qu'en fait, des fois tu devrais rester à ta position d'enfant et d'élève avec une autorité au-dessus de toi. Et moi, j'avais grave du mal avec ça. Ça veut dire que depuis petite, il y avait forcément, toutes les classes que j'ai faites, il y avait forcément un prof qui avait un truc à redire sur ton comportement. Qui ça passait pas avec moi, parce qu'il trouvait soit que j'étais insolente, soit parce qu'il trouvait qu'en gros, je me taisais pas. Genre que, en fait, je me taisais pas, j'étais pas à la place d'un enfant. Je parlais trop. Je te cache pas, par rapport à ça, j'ai l'impression que des fois, tu vois, maintenant on est adulte. Ouais. Des fois, quand je vois, par exemple, mes anciens bulletins ou des trucs comme ça, je me dis, mais il y a des profs quand même, ils ont un pet au casque. Ouais, non, genre, je sais pas, tu fais tomber ta gomme. Oui, cet élève et tout, pourquoi tu fais tomber ta gomme ? Bah, désolé, ma gomme, elle est tombée par terre. Oh, t'es insolente. Moi, je suis désolée, je trouve que des fois, c'est un peu. Ouais, il y a des profs, il y a des profs, ils sont grave border, et ça, c'est bien parce que, en vrai, si tu veux, sur ça, ma mère, elle a toujours été, comment dire, elle a toujours écouté les deux versions. Parce que des fois, il y a des parents, ils écoutent pas. Hein. Ouais. Genre, eux, le prof, il dit ton enfant, il est insolent. Ils vont dire. En fait, des fois, il y a des profs qui abusent. Et ça, ma mère, elle avait confiance, que certains profs abusent. Donc, elle écoutait toujours la version de qu'est-ce que mon enfant, il a à dire aussi. Elle écoutait les deux versions. Elle jaugeait les deux. Avant de prendre parti pour le prof. Parce qu'il y a des parents, ils veulent rien savoir. Eux, c'est que ce que le prof dit, c'est ça qui est vrai, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours été soutenue par ma mère à ce niveau-là. T'as de la chance, hein. Il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance-là, surtout avec des professeurs, et ça dessert dans leurs études. Je me rends compte que c'était grave une chance parce que ma mère, elle laissait pas les gens m'écraser. Elle laissait pas les gens m'écraser. Elle connaît mon comportement. Elle sait que sa fille, elle a un caractère fort. Elle sait que sa fille, elle parle beaucoup. Donc, elle me connaît. Mais devant un prof, elle va jamais donner raison au prof. Parce qu'en fait, tu sais, il y a des profs qui sont... Ils sont vicieux. Ils sont grave vicieux, ils sont grave malsains. Quand ils vont dans les réunions parents-prof, etc., quand ils vont voir que en fait, l'enfant il n'est pas suivi à la maison, qu'ils ont autorité sur l'enfant parce qu'à la maison, les parents ils calculent pas trop, etc., le lendemain, à l'école, ils vont te marcher dessus parce qu'ils savent qu'à la maison, t'as pas de soutien, t'as pas des parents qui suivent tes devoirs, t'as pas des parents qui suivent ton éducation et tout. Sauf que, en fait, moi, comme ma mère, elle suivait de fou, en fait... à la maison, et mon père aussi, hein, mais ils suivaient de fou ce qui se passait. Quand elle arrivait devant les profs, elle leur montrait que, en fait, là, ce que tu dis, c'est pas ça. Ma fille, je connais ma fille. Elle a tel défaut, tel truc, mais c'est pas ça. Et donc, parce qu'elle les remettait à leur place, il y a personne qui me faisait chier, entre guillemets, à l'école à m'écraser et tout. Parce qu'ils savent que derrière, il y a des parents qui font attention, qui suivent leur enfant. Et c'est hyper important. Et c'est en grandissant, son enfant. Ouais, et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que, heureusement, ma mère, elle était là. Enfin, heureusement, mes parents, ils étaient là et qui me suivaient. Parce que dans notre génération, la plupart, on est première génération d'enfants de parents qui viennent d'immigrer. Ouais. Ça veut dire que souvent, il y en a, ils savent pas lire. Des fois, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait d'études, etc. Ça veut dire que des fois, à un certain niveau, ça les dépasse. Il y a des complexes aussi pour les parents. Ils sont en train de se dire que c'est un adulte qui connaît mieux. Et les enfants, la plupart du temps, ils racontent n'importe quoi. Donc les parents ne cherchent pas plus loin des fois. Exactement. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Exactement. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils avaient des bulletins, mais leurs parents, ils lisaient même pas leurs bulletins.
Ils savaient pas. Ils savaient même pas leur enfant il faisait quoi à l'école et tout. Et moi mes parents ils ont toujours suivi. Tout genre arrête des fois c'est bon c'était chaud et tout mais genre t'as l'impression que c'est oppressant quand t'es plus jeune mais après quand tu grandis tu te dis en fait heureusement qu'ils étaient là. Ça a pu t'éviter chaque trimestre passer en CAP esthétique tu vois. Bah oui de fou. Demain tu tombes sur des parents qui suivaient pas forcément, pas parce qu'ils voulaient pas suivre, mais parce qu'ils ont pas la capacité de suivre, parce que des fois, comme je te dis, des fois la barrière, ils connaissent pas, parce qu'ils soit ils connaissent pas, soit parce qu'il y a la barrière de la langue, soit il y a la barrière de l'éducation et tout. En vrai, demain t'as un prof qui dit à ton enfant, lui faut qu'il aille en CAP esthétique, lui il va suivre, parce qu'il va pas connaître, tu vois. Ils vont juste laisser l'enfant et on voit plein d'exemples comme ça aujourd'hui. Il y a plein d'exemples de gens qui ont été mal orientés du fait de parce que à la maison les parents ils savaient pas forcément et c'est une facilité pour eux aussi je te cache pas, j'ai pas envie de me casser la tête, je sais que vas-y vous allez pas trop vous prendre la tête devant esthétique et fais ce que t'as à faire genre. Donc franchement ça a été un suivi au quotidien. Après comme je te dis en première c'est là où j'ai eu la difficulté puisque ma prof principale elle m'a mis elle pouvait pas me voir. Elle pouvait pas me voir, ça veut dire que elle en fait faut savoir que j'ai passé mon année à avoir des 7 et des 8 parce qu'elle m'aimait pas, genre littéralement des 7 des 8 des 7 des 8 j'ai trop compris en fait. Elle mettait des 7 et des 8 à longueur genre de l'année scolaire parce qu'elle pouvait pas me blairer. Parce que, en fait, faut savoir que cette dame, en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, cette meuf, elle était incompétente. En fait, faut le dire. Elle était incompétente et ses cours, en fait, étaient tout droit tirés d'internet. Il y en a plein, c'est comme ça, des profs qui se cachent, ils te sortent un truc d'internet et ça y est, ils s'arrêtent là. Et donc, du coup, cette meuf n'aimait pas qu'on pose des questions. Parce qu'elle avait tout simplement pas les réponses. Parce qu'elle maîtrisait pas son sujet, en fait. Et donc, elle, ça l'énervait de ouf. Que je posais grave des questions, que je parlais de fou, et en gros, elle a convoqué ma mère par rapport à ça, mon comportement et tout. Parce que tu parlais trop, c'est tellement lunaire. Et elle convoque ma mère et elle veut pas que j'assiste au rendez-vous. Ma mère, elle a dit non. Elle a dit en fait, ma fille. Mais ça n'a pas de sens. Ma fille, elle a dit ma fille, soit elle assiste au rendez-vous, soit je me casse en fait. Ta mère, elle a bien eu raison. Elle voulait tellement mentir sur toi. Elle voulait mentir sur moi. Et du coup, en fait, ma mère, elle a dit écoutez, ma fille, elle a un bac. Tu sais, on a un bac français en première. Bah oui. Elle a dit ma fille, elle a un bac à la fin de l'année. Encore heureux qu'elle pose des questions en fait. Encore heureux que elle s'éveille sur ce qu'elle est en train d'apprendre et tout, parce qu'à la fin de l'année, elle est évaluée sur ça. Mais c'est le but de l'école, tout simplement. Et c'est le but. Il faut savoir que moi, à un moment donné, j'avais abandonné son cours. Il faut savoir qu'après, elle m'avait foutue au fond de la classe, toute seule. En gros, elle m'a mis une table au fond de la classe. Quoi. Elle m'a isolée au fond de la classe toute seule et tout. Moi, j'avais abandonné, tu vois, j'étais en mode, vas-y, son cours là. Et moi, je dormais pendant ses cours et tout, et je suivais plus. J'avais décroché et tout, et moi j'étais dégoûtée parce que comme je dis, moi j'ai un profil grave littéraire, j'aime trop le français, la littérature, les langues et tout. Le français, j'avais grave abandonné. Pourquoi elle disait à ma mère, mais depuis qu'elle est au fond de la classe et qu'elle parle plus, tout se passe très bien, genre c'est très bien et tout. Elle a pas compris qu'elle était un problème. Elle a pas compris, ouais. Pour elle, c'était trop bien. Ma mère, elle a dit, ok, y a pas de souci, de toute façon, on verra à la fin de l'année et tout. Et le bac de français, il arrive. Franchement, j'ai mon bac de français à 18. Elle pensait trop que j'allais avoir des vieilles notes. J'ai eu 18 à mon bac de français. Sciences, là, physique, chimie, je pensais trop que j'avais réussi. Je crois que j'ai eu 7. J'ai eu 7. J'ai dit, ah ouais, ok, c'est chaud. Là, j'ai dit, les sciences, c'est pas vraiment pour moi. Pas pour toi. Ouais, j'ai dit, c'est vraiment pas pour moi. Terminale, ça se passe bien. Est-ce que t'avais encore Parcoursup ou c'était Ouais, c'était Parcoursup. C'était la dernière année, je crois. Attends, non, ça, il y a encore Parcoursup. Ouais. Non, c'est la dernière année du format du bac. Et Parcoursup, je fais mes vœux. Faut savoir que moi, j'étais persuadée que j'allais faire du droit. J'ai même fait un bac littéraire spé droit. Il y a, je crois qu'il y a 2-3 lycées qui proposaient cette spécialité. C'était pas tous les lycées, c'était vraiment les bons lycés qui proposaient ce truc-là. Donc j'ai fait une spécialité droit en terminale. Je pensais trop que j'allais faire du droit et tout. Et dans mes vœux Parcoursup, moi, faut savoir que je suis une meuf du tout ou rien. Et c'est la même chose dans les notes. C'est soit je suis très bonne à la matière, j'ai des bonnes notes, soit je suis super nulle et j'ai 4-5. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Pas de juste milieu. C'est soit je suis très bonne, soit je suis très nulle. C'est soit je sais ce que je veux, soit je veux pas. Et donc, pareil, Parcoursup, je savais que je voulais faire une fac de droit. Et donc pour moi c'était ça. J'allais pas remplir les 10 vœux de fou. J'avais pas de plan B, j'avais pas de truc pour combler. Mais ça c'est dangereux parce que quand t'arrives dans la danse, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et moi les gens ils m'ont vu comme une ouf parce qu'au final Parcoursup tu sais t'as 10 vœux et après t'as les vœux complémentaires. Donc au final tu peux arriver à 20 vœux. Parcoursup je suis partie, la feuille je l'avais même pas remplie en entier, j'avais 6 vœux. Et c'était les 6 facs de droit à Paris. Ok, donc toi, tu t'es dit dans ton... En fait, c'est soit ça, soit rien. En fait, j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie de mettre des trucs juste pour mettre. J'ai pas envie de remplir juste pour remplir. En fait, c'est soit je suis acceptée dans les facs de droit, soit rien. Genre, et dans tous les cas, j'étais persuadée que ça allait passer quand même. Parce que j'avais confiance en moi, tu vois.
Mais tout le monde me disait, mais peut-être qu'il est ouf, genre. Même les profs, ils étaient en mode, mais c'est dangereux, faut remplir ta fiche Bah oui. en entier et tout, parce que tu sais pas demain comment ça peut se passer, en sachant que Parcoursup, c'était un peu la merde et tout, parce que même des bons élèves, ils se retrouvaient sans vœux et tout. Jusqu'à aujourd'hui, en Parcoursup, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va nous On voir n'a dans jamais l'éducation, compris, là, mais ça va toujours pas. Hein. On a jamais compris Parcoursup, là, le c'est principe n'importe de quoi. Parcoursup, genre. Moi, j'ai jamais T'as compris. des bonnes notes, tu vas te retrouver avec une fac qui n'a rien à voir avec ce que tu fais et tout. C'est vraiment toi et ta chance, c'est la De loterie. fou. Mais Parcoursup, du coup, la fin de l'année arrive, j'ai mon bac et j'ai mes Parcoursup. J'ai été acceptée directement dans 2 facs, je crois que c'était l'UPEC et Paris 8, et j'étais en attente, mais bien placée à la Sorbonne et tout. Donc, de toute façon, en fait, Parcoursup, je m'en foutais. Hein. Moi, je voulais juste mon bac déjà à la base. Ouais. Et Parcoursup, quand je dis je m'en foutais, c'est que c'était pas une source de stress. T'étais plutôt chill par rapport à ça. Ouais, je savais que j'allais avoir un truc. Même si les gens ils étaient en mode, ouais, t'es folle, moi, je savais que j'allais avoir un truc. Les résultats du bac arrivent, quelques semaines après, en juillet, je suis acceptée à la Sorbonne. Mes parents ils sont fiers de moi, je fête mes 18 ans, je fête mon bac, je suis acceptée à la Sorbonne, tout le monde est en mode ouais c'est une dinguerie et tout. Moi je suis en mode ah c'est bien tu vois. En fait j'avais confiance. La fille qui a pas compris que c'est une dinguerie. Ouais, en fait tu vois, moi il y a, on va revenir sur ça après plus tard. En fait moi j'ai jamais trouvé que c'était une dinguerie tout ce que je faisais. Tu le prends à la légère alors que c'est dingue. Ouais, et pour moi c'était en mode ah bah c'est la Sorbonne c'est bien, mais j'en ai jamais fait tout un plat. Genre tu sais quand on arrive, les gens ils sont acceptés à la Sorbonne et tout, dans leur bio Instagram et tout là, hein. c'est un trait de personnalité, dans leur bio Insta, ils mettent le petit emoji balance en mode ils font du droit et tout. Les emoji balance, Paris, non. En gros, pour eux, ça devient un trait de personnalité. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont dans une bonne fac et tout. Ouais. Moi, ça n'a jamais été le cas. J'étais en mode, ok, je vais à la Sorbonne, c'est bien, tu vois. Genre, c'est bien. Mais ça, je pense que c'est du fait que je sois l'aîné. Et qu'en gros, on a toujours attendu de toi que tu fasses bien. Oui. En gros, on a jamais. C'est la norme. C'est la norme, c'est pas énorme. On n'a jamais valorisé, genre en mode dinguerie ce que tu fais parce que c'est ce qu'on attend de toi en fait. Ouais. En gros, t'es l'aîné, c'est censé montrer l'exemple. T'as ton bac, ok, c'est bien. T'as ton brevet, ok, c'est bien. C'est la norme. C'est ce qu'on te demande. Ouais, d'ouf. Tu veux qu'on t'applaudisse pourquoi? En vrai de vrai, c'est ce que t'es censé faire, tu vois. Ça veut dire que pour moi, j'ai jamais vu ce que je faisais bien comme des exploits. Pour moi, c'était la norme. La normalité. Tu vois. Ok. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les aînés, où on a du mal à célébrer ce qu'on fait de bien. Les petites victoires, les petites victoires. Hein. Et j'ai l'impression que les femmes, en tout cas, elles sont hyper exigeantes avec elles. Ouais, moi, c'est ça. En gros, pour moi, je sais pas, j'ai du mal à me dire que ce que je fais, c'est trop bien. Genre, c'est une dinguerie. Je veux toujours plus. En fait, je veux toujours plus, mais même au-delà de ça, je me dis, par exemple, tu vois, la Sorbonne. Je suis à la Sorbonne, mais j'ai eu mon bac, j'ai pas eu mon bac avec mention archi bien, et j'ai pas eu mon bac avec 15 ou 16 de moyenne. Okay. En gros, genre, je suis une élève. Il y a des gens qui font mieux que moi, et qui ont peut-être pas... chacun sa grâce, hein. Moi je suis croyante. Ouais. Donc moi chacun sa grâce. En vrai c'est Dieu. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est... En gros je suis pas la number one en tout, mais j'ai des débouchés de number one. Ok. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi je me dis, en vrai je suis là-bas, mais je suis pas une élève excellente. Hein. C'est le syndrome de l'imposteur, tu te dis que t'as pas ta place. Exactement. Je vais y revenir après par rapport à ton... parce qu'on en avait parlé un petit peu en plus par rapport à ton travail, où ça revenait beaucoup, t'avais du mal à accepter qu'on te félicite par rapport à ça. Parce que pour moi, en vrai, je me dis, il y a des gens, ils sortent d'écoles 10 fois plus prestigieuses que la mienne et tout. Ou tu vois, bref, en tout cas, pour revenir à ça, moi, à la Sorbonne, je l'ai vécu comme, ok, je suis à la Sorbonne, c'est trop bien, mais j'étais pas en mode dinguerie. Oui. Mais bref. Après, j'arrive là-bas et c'est là qu'en vrai, la vie, elle commence à se gâter. Hein. La vie, elle commence à se gâter parce que j'arrive à la Sorbonne et... Déjà, juste la fac, apparemment, c'est chaud. Hein. Moi, je suis pas passée par la fac, mais je sais que les études supérieures, quand tu passes avec le lycée, c'est une dinguerie. Hein. La fac, c'est chaud, mais au-delà du fait que ça soit chaud, je rentre à la fac dans un contexte, si tu veux, social qui est difficile. Je rentre en 2019. T'as les gilets jaunes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transport. Ça veut dire que ça veut dire que c'était la période où il y avait Covid et tout. Covid. Ah, moi, c'était chaud. Hein. Ah ouais. C'était chaud sur moi. Ça veut dire qu'en gros, je rentre à la fac septembre jusqu'à décembre. Et janvier, je crois que c'est là qu'on nous a confinés, janvier, février. Ouais, décembre, déjà, la fac, elle ferme parce qu'il y a la crise des gilets jaunes et qu'il n'y a plus de transport. Ouais. Donc, la fac, elle ferme. Ensuite, on revient en janvier. Sur 3 mois, on va à la fac en mode plus ou moins normalement. Mars, il y a confinement, on va plus à la fac, on n'est plus jamais retourné à la fac de l'année. C'est-à-dire que tu fais tes études à distance et le droit c'est archi dur. Bref, en gros, il fallait s'accrocher en fait. Il fallait s'accrocher, mais au-delà de ça, moi j'arrivais plus. En fait, j'arrivais pas. Non seulement c'était dur, mais ça t'es à distance. Enfin, en fait, il y a rien qui allait. Je suis passée de pareil une bonne élève à là tu tapais des 7 et des 8 hein. Genre t'avais des 12, t'étais heureuse. Ouais, surtout en droit. Hein. Ouais, en droit, c'était trop difficile. Ce qui fait qu'en fait, moi après je retape ma L1.
Comme beaucoup de gens en vrai qui font du droit, hein, quasiment tout le monde retape ça et là. Et pour faire court, j'abandonne le droit. Ok. Parce que moi, ça me fout en dépression, hein. Genre, ça me fout en dep. Ça joue sur ton moral. Ça joue sur le moral. Je sortais plus de chez moi. J'abandonne le droit. Et je me réoriente. Et pareil, encore une fois, c'est là l'importance d'avoir des parents qui connaissent un peu et tout. Parce que, en vrai, moi, je fais un parcours passerelle. Okay. Ça veut dire que moi, je me réoriente, si tu veux, en milieu de semestre. Ok. C'est par rapport à c'est les ECT que tu as réussi à avoir, du coup, que tu peux switcher. Mais sauf qu'en fait, dans le cas, je vais même pas à la fac. Hein. Je vais en école de commerce. Ok. Je vais à l'école nationale de commerce. Et du coup, cette école, c'est un peu sur dossier et tout, surtout quand tu fais un passerelle. Donc, en gros, moi, si tu veux, je fais mon BTS, je me réoriente en janvier. C'est-à-dire que moi, je vais en janvier. Et je rate tout le premier semestre. Et je rattrape le premier semestre en 3 semaines. Pendant que les autres, ils étaient en stage. Donc, j'intègre l'école en janvier. C'était une école payante ou non, je crois que c'est la seule école publique de commerce. Et c'est pour ça que c'est chaud de rentrer là-bas. Il y a très peu de place. Ok. C'est l'école nationale de commerce. Et du coup, je vais là-bas. Et je fais mon BTS, donc un peu accéléré, hein, puisque je le fais en 1 an et demi finalement. Pareil, j'ai mon BTS et là, franchement, je roule dessus. En fait, je crois, la fac, ça a débloqué un truc pour moi. Hein. Tout était facile après ça. Ouais. T'as déjà vu le pire, en fait. Ouais, j'ai déjà vu le pire. Je pouvais pas tomber plus bas que comment j'ai été tombée à la fac. C'est-à-dire que moi, j'arrive à l'école, je me dis, mais c'est archi facile. C'est-à-dire qu'en gros, mon BTS, je l'ai, si tu veux, à 16 de moyenne. Genre, en gros, moi, c'était en mode, c'était grave simple. Bref. Je roule dessus, je fais mon BTS. Ensuite, je vais faire un bachelor. En gros, moi, j'ai fait un BTS tourisme. Ok. Comment j'ai vu le truc? En fait, j'ai vu le truc sur un peu long terme. Je me dis, en fait, là, j'ai envie de passer en BTS. Mais pour passer en BTS, à long terme, moi, j'ai envie d'être dans l'event. Je me suis dit, le droit, ça va pas marcher. Mais une autre de mes vocations, c'était l'event. Parce que moi, je fais du sport et tout. Et l'event sportif, ça me parlait de ouf. Vu que moi, je fais du sport depuis petit, je traîne dans les événements sportifs et tout. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire de l'event plus tard. Si je fais pas du droit, je vais faire de l'event. Sauf que pour arriver à l'event, faut que dans les branches un peu là de filière scolaire, faut qu'il y ait un truc débouché avec. Je vais passer par le tourisme parce que du coup, dans le tourisme, tu fais de l'événementiel. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais passer par ça pour ensuite aller faire un bachelor dans l'événement. Bref, en gros, j'avais tracé déjà comment j'allais faire. Du coup, quand je fais mon BTS, j'ai déjà un bac+2, donc je rentre en bachelor directement en 3e année. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, en 2 ans, j'ai cumulé 2 diplômes. Ok. Je fais mon bachelor, et ensuite, une fois que j'ai fait mon bachelor, qui était dans l'event, mais du coup, donc général, je décide de me spécialiser sur mon master dans le sportif, dans l'économie du sport, donc le sport business. Et donc, et du coup, je décide de le faire en alternance. Et je cherche une alternance. Et c'est là qu'on arrive sur la FIFA, etc. Je cherche mon alternance. J'envoie mes CV un peu partout. Bref, tu connais l'alternance, c'est galère de trouver une alternance et tout. À qui dis-tu? C'est trop galère parce qu'aujourd'hui, il y a 10 000 écoles qui proposent de l'alternance. Et t'as moins d'offres, en tout cas, que d'écoles qui proposent de l'alternance. Exactement. Ça veut dire que le marché, il est saturé, le marché de l'alternance. Je cherche. Ça veut dire que j'arrive en septembre, j'ai pas d'alternance. Hein. Je fais ma rentrée, j'ai pas d'alternance. J'ai pas d'alternance, je cherche, et arrive en octobre. Ça, c'est un témoignage, hein. C'est un témoignage. En fait, comment je suis arrivée là-bas, c'est vraiment un témoignage. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même passé un peu de temps à expliquer comment ça s'est passé. Faut savoir qu'en août, je reviens un petit peu parce que ça s'est passé sur plusieurs mois. En août, je passais dans Paris et tout, et j'ai vu Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'écris beaucoup dans mes notes. J'écris toute ma vie dans mes notes, comment je visualise ma vie et tout. Et j'avais écrit que j'allais travailler à la FIFA un jour dans ma vie. Parce que moi, j'aime trop viser un peu l'excellence. Faut que je sois dans les trucs big. Tu vois, je rêve big. Mais c'est un truc que je visualisais, genre quand j'aurais la trentaine, un truc comme ça, tu vois. C'était un de tes goals, mais tu pensais pas que t'allais l'avoir là tout de suite. Pour moi, c'était pas tout de suite. Et un jour, je marche dans Paris et tout, et je passe devant des bureaux, et je vois un logo de la FIFA et tout. Je me dis, mais dingue, moi, déjà dans ma tête, la FIFA, je pensais Zurich, je pensais la Suisse. Je pensais même pas qu'il y avait un bureau de la FIFA à Paris. Du coup, je me dis, c'est dingue, genre, ils ont un bureau ici. Et donc, quand je rentre chez moi et tout, je me connecte sur leur LinkedIn et tout, et je regarde un peu leurs offres et tout, de poste, tout ça. Je me dis déjà, au moins, dingue, il y a un truc à Paris, donc tu peux aller. C'est une opportunité, tu vois, ouais. De ouf. T'as une opportunité à Paris. Et il s'avère qu'il y a une offre qui est publiée, et c'était une offre de stage, mais qui correspond en tout point de ce que moi je veux faire. Un peu de guest management, un peu d'event, de l'administratif et tout. Trop bien, parce que moi, j'ai beaucoup fait de l'OP.
Tu sais, tu parlais du quai, en fait, c'est ça, c'est juste, en fait, t'exécutes. T'es sur le truc, t'exécutes et tout. Mais je voulais la partie un peu plus où t'es dans les bureaux, t'es un peu plus posé, un peu plus administratif et tout. Tu vois. Être moins dans l'action et plus dans la direction. Ouais, pas forcément dans la direction, mais de l'administratif. Tu vois, être posé dans un bureau que le terrain. Le terrain, c'est bien, mais c'est bien d'avoir un peu d'admin. Et du coup, bref, en gros, l'offre, elle était parfaite pour moi. Genre, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, je postule. Sauf qu'en fait, je suis bête, j'envoie mon CV, mais je crois que je l'envoie en français, mon CV. Bref, ça veut dire qu'en gros, mon CV s'est perdu dans leur truc là-bas, là. Bref, pas de réponse. Ouais. Bref, voilà. Arrive septembre et tout, comme je te dis, j'arrive là-bas, pas de réponse et tout. Septembre, pas d'alternance. Octobre, je repostule, parce qu'en fait, ils remettent l'offre. Ça veut dire qu'en fait, je pense qu'ils n'avaient pas trouvé de profil qui était intéressant et tout. Donc moi, je repostule, mais cette fois-ci, je me dis, Océane, sois un peu intelligente. Ton CV, envoie-le en anglais, en fait. Genre, t'es bête aussi, genre, c'est un truc international. Faut te plier aux exigences. Faut te valoriser aussi, ouais. Non, mais te plier aux exigences de l'institution. C'est juste logique. Demain, je vais pas postuler une boîte espagnole avec un CV en français, en fait. Ouais. Tu vois, bref. Du coup, j'envoie mon CV en anglais et tout. Et quand j'envoie mon CV, je prie sur mon CV. Je dis, Seigneur, là, le CV que je dépose là, l'offre en fait, elle est parfaite. Genre, pour moi, il n'y a pas de hasard. Tu vois, l'offre que tu as mise, c'est exactement ce que moi je voulais. Donc, j'ai dit, en fait, ce poste, il est pour moi. Le soir où je dépose mon CV, j'ai plus jamais déposé un CV. J'avais pas la réponse. J'ai plus jamais redéposé un CV pour une alternance. Amen. Franchement, en fait, c'est une grâce. C'était un acte de foi. J'ai dit, ce CV que j'ai déposé là, c'est le dernier que je dépose. En fait, c'est soit ça. Encore, je vois comme quand on revenait truc de Parcoursup. C'est soit ça, soit rien. J'ai dit, ce truc là, c'est ça. Le poste là, il va être pour moi. Ça veut dire que je dépose mon CV. Une semaine après, on me contacte, on me dit, tu sais, c'est réponse automatique. Vous avez été présélectionné et tout pour un entretien. Pour un entretien. Et c'est entretien vidéo. Tu sais, ces trucs où tu te filmes et tu réponds à des questions. Ah ouais. C'est pas directement avec la personne. Dieu seul sait, il y a tellement de trucs où j'ai postulé, où il fallait faire une vidéo et j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Parce que moi, je trouve ça trop gênant. T'es devant un truc, tu parles et tout. J'ai jamais fait. Mais là, je me suis dit, Océane, c'est ton. Tu as c'est le truc que tu voulais, donc ouais, en gros, fais-le. C'était ton truc de rêve et tout. J'ai dit, vas-y, je vais faire. Donc là, je m'enregistre et tout. Pareil, une semaine après, là, c'est la RH qui me contacte et qui me dit ton profil a été sélectionné pour l'étape suivante. Donc après, je passais tout le truc, mais je crois que ça s'est fait sur 4 étapes et ça a duré genre un peu plus d'1 mois et demi. Le process était quand même assez long et tout. Et il faut savoir que dans le dernier entretien, du coup, c'est là où je rencontre le directeur. Et il me dit, parce qu'il faut savoir que l'offre à laquelle j'ai postulé, parce que le culot, l'offre à laquelle j'ai postulé, c'était une offre de stage. Je cherchais une alternance. Ah bah oui, surtout que tu cherchais une alternance. C'était une offre de stage de 6 mois. Tu y allais vraiment au culot, quoi. Au culot, c'était une offre de stage de 6 mois et tout. Et la RH, je lui ai dit, moi, tu sais, moi, je cherche une alternance sur 2 ans et tout. Donc, c'est comment et tout. Elle m'a dit, oui, je pense que ça peut être gérable et tout. Et donc, dernier entretien avec mon directeur, l'entretien il commence, il dit c'est bien un stage de 6 mois que tu cherches. J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit non, chercher de l'alternance et tout. Et il me dit mais moi je peux pas m'engager sur autant de temps. Qui dit que tu vas être assez compétente et tout sur le poste et tout pour qu'on signe un contrat de 2 ans et tout. Qui dit que moi genre je vais kiffer comment tu travailles. Il me dit en gros ça va être difficile de s'engager sur autant de temps et tout. Mais je lui dis écoute, moi je trouve les arguments aussi qui font que pour te vendre en fait. Pour me vendre et tout. Bref, en tout cas, longue story short, tu vois. Au final, j'ai le poste. Ils te l'ont dit le jour même ou quelques temps après? Non, pas du tout, j'ai attendu 1 semaine et demie, tu vois, donc l'attente et tout, tu vois. Et donc voilà, et donc du coup là, je suis rentrée là-bas en 2024. Et donc voilà, et je suis rentrée là-bas. Et j'étais une des plus jeunes. Je crois que j'étais la plus jeune quand je suis rentrée, dans le cadre du bureau et tout. Et donc l'intégration, elle s'est super bien passée. Je crois au bout d'une semaine, on m'avait déjà envoyé en mission et tout. Trop bien. Franchement, après, il y a eu un acte de confiance qui a été fait et que, genre, pour lequel je suis reconnaissante et tout. Tu vois, entre toi et tes supérieurs, du coup? Ouais, et mon directeur et tout. Et donc voilà. Ok. Et donc, 2 ans maintenant. Et du coup, toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, comment tu te sens par rapport à cette expérience du coup que tu as réussi à acquérir par rapport à ça? Enfin, quand tu te vois, on va dire plus jeune, une petite rétrospective sur toi, sur ton parcours, comment est-ce que tu pourrais le qualifier? En fait, pour moi, je vais pas dire que c'est surprenant.
Parce que, pareil, comme je disais, être depuis petite, en fait, j'ai toujours rêvé grand. Genre, j'ai toujours rêvé que j'allais être, genre, bien, que j'allais être en place. En fait, j'ai toujours visualisé ma vie. T'étais en accord avec tes ambitions, en fait. En accord avec mes ambitions. J'ai toujours rêvé grand. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, ok, j'ai eu ce truc-là de syndrome d'imposteur, de, ah ouais, enfin, je sais pas si je suis vraiment là, si je suis vraiment à ma place et tout. Mais en vrai, c'est grave ce que j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de faire grand, d'être bien, d'être, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma vie, genre, c'est juste grâce, juste je rends grâce. Mais je suis pas surprise de là où je suis. T'as travaillé pour. Non seulement j'ai travaillé pour, mais au-delà de ça, c'est toujours un truc que j'ai visualisé. C'est toujours la vie que j'ai voulu avoir. Donc je suis pas surprise. Aujourd'hui, ce que Dieu est entre mes mains, je me dis pas, ouais, j'aurais jamais pensé que... Non, j'ai toujours pensé, justement. J'ai toujours pensé que j'allais avoir ça. J'ai toujours pensé que... Là, même, je trouve que je suis même pas encore arrivée. Moi, dans ma vie, là, je rêve encore plus, tu vois. Et t'as bien raison. Je rêve encore plus. Mais en gros, ce qui m'arrive, je suis pas en mode... Je suis reconnaissante. C'est différent d'être reconnaissante et d'être surpris par ce qui m'arrive. Oui. Je suis reconnaissante, je rends grâce à Dieu pour ce qui m'arrive. Parce que t'as mêlé la foi aux actions. J'ai mêlé la foi, qui fait la différence. Genre vraiment, je rends grâce à Dieu, mais c'est pas une fin en soi. Je suis pas en mode ah, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tu vois, quand les gens ils me parlent en mode ah, t'es à la FIFA et tout, c'est trop bien, tu travailles là-bas et tout, je le vois pas comme une fin en soi. Je suis en mode ok, je suis là-bas, mais et tu vois, je suis pas en mode c'est le truc de ma vie où je le crie partout. Tu dis que au début, carrément, quand les gens ils me posent la question, tu sais que moi, pendant des mois, j'avais du mal à dire que j'étais là-bas. Genre, pour moi, c'était... j'étais en mode... j'ai pas envie que ça devienne un trait de personnalité. J'ai pas envie que ce soit un truc que genre, je mets sur tous les toits, que oh, je travaille là-bas et tout. Moi, quand les gens me demandaient, je faisais quoi? Je disais, je travaille dans les trucs dans le foot et tout. Je suis dans le sport et tout. Et je disais pas, j'étais là-bas. Ouais, parce que des fois, tu me disais, tu me disais que t'es dans le sport. C'est le jour où j'ai vu ton site, je t'ai envoyé un message, j'ai dit, mais je suis trop contente. Ouais, j'aimais pas trop dire. Enfin, bref, pour moi, ça doit pas être un argument en soi, parce que des fois, aussi, ça change la perspective des gens. Des fois, comment ils te traitent, comment ils te truquent. Des fois, les gens, ils en font trop. Parce que pour eux, t'es arrivé. Alors que frère, des fois, je peux dire, je suis à la FIFA, ça se trouve, je sers le café. Hein. Ouais. Ça veut rien dire, tu vois. En vrai de vrai. Donc, ça n'a jamais été un argument que j'ai utilisé pour me faire voir forcément. Ouais. Mais c'est une expérience que je vais valoriser plus tard si j'ai envie d'aller autre part. Ouais. Bien sûr que dans un cadre professionnel, c'est un truc que je vais valoriser parce que c'est une grande expérience. C'est une grande expérience et je crache pas dessus. Et ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a formé sur beaucoup de trucs, ça m'a créé des opportunités de fou, ça m'a créé un réseau de fou. Enfin bref, c'est exceptionnel ce que je vis, tu vois. Mais je suis pas surprise d'être là. T'es consciente de ce que tu fais et de ce que tu as. Exactement. Et c'est le plus important, je pense. Exactement, je suis reconnaissante, mais je suis pas surprise. Si je devais réalité. Ouais, si je devais résumer, je suis pas surprise d'être là-bas parce que en vrai, pour moi, c'est pas une dinguerie en soi. J'ai prié, j'ai pleuré pour, tu vois. Mais c'est pas une dinguerie. Genre, je sais que je vais faire encore plus. C'est bien, amen. 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 Je sais que je vais faire encore plus, tu vois. Donc voilà. C'est bien, je suis contente. Ouais. Et du coup, pour terminer sur cet épisode de podcast-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune fille qui aurait soit le même caractère que toi, ou au contraire, qui serait beaucoup plus timide, mais qui aspire aussi à plus grand? Pour celles qui sont un peu comme moi, je dirais qu'en fait, il faut jamais se laisser... Enfin, c'est un peu bateau, hein, mais en fait, il faut jamais se laisser éteindre nos rêves et comment on visualise les choses. Comme je t'ai dit, moi, par exemple, si je reprends l'exemple, il y a plein de trucs, il y a plein de choix que j'ai fait que les gens m'ont pris pour une folle. Dans le sens où, tu sais, des fois, on va avoir des choix que les gens vont prendre pour de la folie, pour... comment on peut dire ça? Pour des prises de risques, mais en fait, faut pas... prêter attention. Ouais, en fait, la vie, elle appartient aux gens qui sont culottés. Ouais. En fait, des fois, il y a des gens, il y a des gens qui vont pas, comme eux, ils pourraient pas prendre en fait ce risque-là. Ils vont essayer de réduire ton. Ouais, ils vont transposer ambition. un peu. Ouais, ils vont un peu transposer leurs craintes sur toi. Ouais. Et en fait, ne jamais, si tu veux, abandonner la vision que toi t'as. Genre, garder les choses que tu visualises. Les gens vont te prendre pour une folle parce que demain tu dis t'as envie d'être millionnaire, j'ai envie de dire t'es une ouf. En fait non, t'as envie d'être millionnaire, tu vas être millionnaire. Le faire et tu vas le faire. Voilà. Même si l'argent c'est pas une fin en soi, hein, mais peu importe la chose que tu vas visualiser, ne pas te laisser entre guillemets éteindre, ne pas te laisser éteindre par les gens. Et quelqu'un qui est plus timide, je dirais que en fait il faut apprendre à se connaître parce qu'en général quand t'es timide c'est que tu te connais pas assez, ça revient un peu à un manque de confiance en toi ou un tu sais, genre un peu tes capacités que tu te diminues. Je pense qu'en vrai de vrai, avant de vouloir rêver grand ou aspirer à plein de choses, pour quelqu'un qui est timide, je pense que la clé c'est de se découvrir. Ok. C'est vraiment de se découvrir. Là, je te parle pas de goal, de trucs que tu vas atteindre et tout. Mais vraiment te découvrir. Quelqu'un qui est de ouf. Et la clé c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, pour atteindre certaines choses, il faut que tu aies confiance en toi. Parce que dans ton parcours, il y a plein de gens qui vont vouloir t'éteindre.
soit parce qu'ils le font volontairement, soit même inconsciemment. Ça peut être de ton entourage. Des fois, les gens ne sont pas malveillants avec toi, mais ils vont te dire, ah, ma fille. Je pense pas que tu vas réussir. Ouais, ça c'est dur et tout. Moi, c'est même mon père, par exemple, il va me dire, ah, mais ça, c'est un truc d'homme et tout. Tu vois, c'est bizarre là où tu vas, t'es sûr que non. Et c'est pas malveillant. C'est juste, des fois, ils l'ont pas connu. Exactement. Donc, ils savent pas, en fait. Des fois, c'est. Donc, des fois, c'est pas malveillant, mais il y a des gens qui, de par leurs commentaires, vont un peu t'éteindre. Et se laisser submerger par ça. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'est là où, genre, ta confiance en toi, elle est super importante. Donc, quelqu'un qui a un profil un peu plus timide que moi, je lui dirais ça. C'est vraiment apprendre à te connaître. Travailler sur sa personne. Travaille sur toi-même. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir aller plus loin. Ok. Voilà. Donc ça sera tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je vais vous mettre les réseaux sociaux de Océane en barre d'infos. Oui. Si besoin, vous pourrez lui envoyer un message ou même si vous voulez participer à cet épisode. Merci encore. Merci.